Cet épisode est présenté par Simalp, marque française outdoor depuis 1964. Ça fait 3 ans que Simalp soutient le podcast et surtout 3 ans que je teste leurs produits sur le terrain dans toutes les conditions. Et je peux vous dire une chose, si je n'hésite pas à les recommander, c'est parce qu'ils sont fiables et bien pensés. Avec Simalp, on est sur une marque française à taille humaine, animée par de vrais passionnés de montagne. Et ça se sent de la conception à la relation client, en passant par leur engagement pour la planète. Fin 2025, ils vont d'ailleurs ouvrir la Réparerie, un atelier pour réparer vos équipements Simalp à vie. La Réparerie prend place au sein du tout nouveau siège social de Simalp, inauguré récemment et nommé le Refuge. Pour célébrer ça, ils sortent une série limitée Alpine Refuge avec des pièces techniques qui rendent hommage à nos terrains de jeu alpins et à cet esprit d'entraide qu'on retrouve là-haut. Si ça vous parle, allez faire un tour sur simalp.fr, CIMALP.fr. Soutenir une marque engagée, c'est aussi soutenir ceux qui rendent ce podcast possible. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Eh ben Romain Esther, bienvenue à nouveau sur le podcast. Un an après, Non, 2 ans après, à chaque fois. C'était fin 2023. Ouais. Donc ça fait pile 2 ans. Pile 2 ans. J'ai l'impression que c'était hier, mais super content de vous retrouver à nouveau sur le podcast. Je crois que c'est le premier épisode que je fais en présentiel. Donc curieux de voir ce que ça va donner niveau audio, mais ouais, vraiment content de vous avoir à nouveau au micro du podcast des Frappés pour parler une fois de plus de trail, d'ultra, mais un format un peu différent cette fois, puisque vous revenez d'une expérience. C'était pas la première fois que vous faisiez une course à étapes, je crois. Deuxième, mais j'ai l'impression que celle-là, elle vous a bien marqué. Donc très chaud pour que vous nous en parliez et puis ouais, qu'on rentre un peu dans le détail de ce que vous avez vécu et de ce que vous en retenez. Donc sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est alors d'ailleurs avant de passer à la première question, s'il y en a qui n'avaient pas écouté le premier épisode sur la Diag où toi Romain t'avais couru, Esther t'avais fait l'assistance. Exactement. On avait fait un épisode, on était vraiment rentré dans le détail, enfin 2 épisodes même, une longue interview coupée en 2. Les liens sont en description de l'épisode, donc allez-y, s'il y en a qui nous écoutent, foncez, écoutez ça. Et maintenant que ça c'est dit, première question, c'est qu'est-ce qui vous est arrivé avant qu'on parle de la course? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la Diag? Est-ce qu'il y a eu des gros changements, des gros projets que vous avez à nous partager? Depuis la Diag? Ouais, dans les grandes lignes. Je pense qu'on a fait beaucoup de kilomètres à pied ces 2 dernières années. Moi, j'ai changé de taf, j'ai quitté mon métier de restaurateur pour être coach sportif. Esther, elle s'est professionnalisée dans la création de contenu, tout ce qui est visuel, graphisme, photo, vidéo. Et puis, on est pas mal en vadrouille sur des courses, sur des offs, sur des ultras. On documente tout ça sur le compte Insta Ultra Distance. Et on revient d'une course à étapes au Maroc il y a une semaine. Énorme. Coach sportif, du coup, tu as démarré quand? Du coup, j'ai quelques athlètes là et je valide. J'ai ma carte professionnelle en début d'année là, donc je me professionnalise là-dedans. Trop bien. En espérant que les prochains que tu coaches pour le Tour des Géants, ils aillent au bout. Non, en espérant que tu ailles au bout. Ouais. Génial. Et donc, course à étapes au Maroc, c'était quoi le format, les dates et comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur cette ligne de départ en particulier? Du coup, le format, c'était 180 km sur 5 étapes. C'est la 2e course à étapes qu'on fait au Maroc. La première, c'était en février dernier. C'est au sud de Zagora, donc c'est pas loin de la frontière algérienne aussi. C'est dans le désert. Du Maroc.
Ouais. Ouais. Et on se retrouve là parce que la première expérience était folle et qu'on a eu l'opportunité de retourner dans une course comme ça fin novembre, enfin mi-novembre, donc on a dit feu quoi. Trop bien. Sachant que cet été, vous avez tous les deux eu pas mal d'épreuves, si je me trompe pas. Ouais, cette année on avez enchaîné, fait beaucoup de choses. On a fait GR20 en off, Tour du Ah oui, c'est vrai. en off. Esther elle a couru la CCC, moi j'ai couru la TDS. 5 semaines après la TDS, j'étais encore en pic de forme, j'ai refait un ultra, j'ai fait le 100K du Nice UTMB. Et puis ensuite, cette course a été à plat. Et là, on est tous les deux en pause hivernale de 2 semaines. De 2 semaines. Ouais, Mais on les savoure, hein. On les savoure. Ouais. Ok. Ouais. Franchement, je pense que c'est bien de faire ça. Mais là, c'est fini cette année. Là, vous avez encore un truc Cette année, c'est en fin d'année, Ouais. on part en Chine. Ah ouais. Ouais. Oh, les machines. Ok. C'est un 35 km, mais c'est cool. On va à Shenzhen pour une marque et c'est quand même super d'aller découvrir cet environnement qu'on connaît pas. Je pense que c'est assez atypique. Je pense qu'ils vivent un peu dans le futur aussi, donc on va découvrir tout ça quoi. Oui, ça a changé de décor. Ouais, C'est quoi la marque? C'est Fuga ou... ouais exactement. Ouais. Karias Fuga. Ouais. Karias Fuga. Ouais. Top. Et oui, c'est vrai que le GR20, on s'était fait un épisode, mais techniquement, il y avait eu un petit problème. On s'était fait un épisode débrief après votre GR20 en off. Dans les grandes lignes, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est toi, Romain, qui avait eu le projet initialement, ou en mode trail, et puis Esther, tu avais voulu le faire aussi. Du coup, c'est ça, non? En voulait- général, on en voulait général le ça se faire. passe comme ça. Hein. On voulait le faire. En général, c'est moi qui organise. Et puis, C'est moi qui subis. on s'était dit que le format GR20 en mode trail, c'était 5 jours. Et puis, on s'est vite rendu compte que c'était un format super ambitieux. Alors, on l'a bouclé en 5 jours, mais... Dans la douleur, hein, de mémoire. Hein. Enfin, dans la douleur. C'était avec des surprises, quoi. Esther a pris cher le 4e jour. Mais sinon, franchement, ça s'est bien passé. Et c'est vraiment une expérience de vie incroyable. Il faudra qu'on se fasse un épisode. Ça sera pas à chaud, mais on se fera un épisode du coup. Avec grand plaisir. Débrief GR20. Je pense qu'on s'en souvient. Hein. Parce que c'est intéressant. Moi, je vous avais dit, je crois que je l'avais fait. La dernière fois que j'ai fait GR20, ça devait être en 2019 peut-être, en 7 jours. Mais en mode rando, parce que le trail n'existait pas vraiment. C'était rando rapide. Et on était un peu des ovnis. Et je me rappelle que quand on avait échangé, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui le font vraiment sur 15 jours, c'est plutôt ça qui surprend que... Il y a vraiment de monde, tout, en fait. On a rencontré plusieurs groupes qui le faisaient en 5. On a rencontré d'autres qui le faisaient en 7-8. Des randonneurs plus en 10. Et puis après, un peu moins, peut-être en 15 jours. En 15 jours, quoi. Ouais. Ou qui ont envie de profiter aussi. Hein. C'est notre vision. Hein. C'était prévu là toutes ces courses cette année. Vous aviez l'agenda qui était déjà fait ou c'est au fil des opportunités, des sensations? Non, on a fait. C'est vraiment important de planifier les choses pour s'entraîner correctement, pour respecter des temps de récupération aussi, pour éviter les blessures. Donc, on avait les grosses dates calées. Et puis ensuite, on a rajouté des petites choses. Il y avait ma CCC prévue fin août, donc et moi j'avais jamais fait un format pareil, donc je pense que Romain s'est dit j'ai arrivé en 5 jours, enchaîné avec Beaufortin en 3 jours, je lui fais un gros bloc et en fait ça a super bien fonctionné quoi. Top. J'ai pas fait des week-end chocs, j'ai fait des semaines chocs. Ouais, alors c'était vraiment choquant, mais du coup c'était, je pense que ça a payé pour la CCC, parce que même si la CCC était très dure, quand je franchis la ligne d'arrivée, je vois bien que physiquement, c'était ok quoi. Sur les stories, c'est vrai qu'en tout cas, tu avais l'air particulièrement fraîche, quoi. Okay. Et la CCC, pour rappel, tu me dis si je me trompe, c'est 101 km, c'est ça? Ouais. Courmayeur, Champé, Chamonix, et c'est un peu plus de 6000 de D+. Hein. Ouais. Je la boucle en 23 heures. Hein.
23 heures, ok. Ouais, bah solide, c'était. hein. Ouais, j'ai pas d'avis, mais là où moi je suis. Enfin, en fait, le temps m'importe. C'est vraiment l'état dans lequel je finis ma course, en fait, qui me rend heureuse, en fait. De Le- constater que les 30 derniers bornes, en fait, bah, ça y est, je pouvais continuer. Et au kilomètre 90, j'ai capté qu'en fait, c'est comme si j'étais au kilomètre 20. Ah ouais. Ouais. Waouh. Ouais, et en plus, la descente est super traumatisante pour terminer. Et ça fait 22 heures que tu y es. Et je voyais bien que je ne me réjouissais pas non plus de terminer les derniers kilomètres parce que j'étais à bout. Non, 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 c'était vraiment, je remercie Romain pour ça parce qu'il a su me faire du volume intelligemment et j'ai C'était un habitué plaisir, ma mon chérie. corps. J'ai habitué mon corps petit à petit et j'ai pas eu une blessure, j'ai pas eu un bobo, voilà, même les genoux, rien, rien. Franchement, C'est c'était fou. bluffant. Sachant que quand on s'était rencontrés la première fois pour le premier week-end des frappés, ça date. Ouais. 2023, c'était 2023, novembre ouais. 2023. C'était avant la Diag. Juste après. Je me rappelle que tu me disais que tu avais un peu un passif quand même avec des blessures, Sans que cesse. la distance était compliquée. Donc là, c'est quand même ouf de voir que 2 ans plus tard, tu finis la CCC. Bah, vraiment, très bonne forme, quoi. j'y croyais pas, hein. En fait, je suis repartie à zéro, j'ai mis les compteurs à zéro, j'ai recommencé progressivement, j'ai fait énormément de renfo, je me suis alimentée correctement, j'ai suivi une courbe de progressivité et bah, ça a payé. Et j'ai arrêté aussi l'intensité absurde, c'est-à-dire de courir rapidement sans enterrer ou de prendre des descentes techniques à fond. Ouais. Franchement, ça a vraiment changé Je sais qu'en entraînement, je mets peu d'intensité et j'ai fait beaucoup de volume avec peu d'intensité. Par moment, oui, et je pense que c'est ce qui m'a aussi sauvée. Parce que je pense qu'en m'entraînant dans les calanques, je choquais énormément mes Ouais. articulations, mon corps. Et comme j'adorais les sentiers techniques, ben, je pense que ça faisait pas... Et que j'avais pas vraiment, en fait, les muscles adéquats, en fait. Et voilà, tout ça, mis bout à bout, ben, 2 ans plus tard. Bah, elle a dit, hein, c'est progressivité, alimentation, renfo, sommeil, et puis on le répète tout le temps, mais faut simplement le mettre en place, quoi. Et planification, en fait. Ouais. Et période de récup. Ouais. Et le bon coach. Alors, ça, oui. Mais t'as fait, rassure-moi, t'as quand même fait des navettes un peu. Je n'ai jamais fait de navette. C'est pas vrai. Non, Mais le coach, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, je fais des navettes Quand pour tu fais le soutenir... GR en 5 jours, t'as pas besoin de faire une navette. Il y a 14 000 de plus de D-moi. Je l'ai épargné ça, quoi. Non, je fais des navettes pour l'accompagner psychologiquement quand il en a 15 ou 20 à en faire. fin de mes navettes, elle vient faire 2-3 ascensions avec moi. C'est navette, terrible. Terrible. Mais t'inquiète pas, ça, en vue de mes échéances à venir, je pense que Bon. je vais avoir mes navettes. Ouais, là, en plus, ouais, dans les calanques, c'est vrai que. Mais en vrai, c'est quand même un exercice. C'est génial comme exercice parce que je trouve déjà que psychologiquement, c'est intéressant. C'est énorme, Tu te frappes. Tu vois, je me rappelle plus les séries que tu me faisais faire. C'était pas aussi monstrueux que ce que tu fais, mais j'ai souvenir de faire. Enfin, je sais pas si j'ai fait plus que 12 ou 14 peut-être. Enfin, Répétition. Ouais, répétition. Mais déjà là, tu vois, quand tu arrives à la 6e et que tu te dis j'ai à peine fait la moitié, psychologiquement c'est intéressant. Et après, en vrai, pour le cardio, je pense que c'est hyper puissant. Ouais, puis en fait, tu sollicites pas les mêmes muscles en montée, en descente. Donc là, tu vas typiquement travailler la puissance en montée, l'excentrique en descente. C'est ce que tu reproduis en course aussi. Et, Ouais. donc, c'est important. Et après, de passer 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures dans la même bosse, psychologique, enfin, mentalement, Ouais, c'est clair. Ouais. t'as besoin d'être clair. résilient, quoi. C'est clair. Je me revois encore sur une des séries que je faisais à la Sainte-Victoire. En plus, c'était au cœur de l'été, donc je suais, mais comme un porc. Et avec la transpi qui arrive dans les yeux, j'ai les yeux un peu fragiles, donc je commence les yeux qui piquent, etc. Et vite, j'ai les yeux qui deviennent rouges, tu vois. Et la nuit commençait à tomber. J'étais, je sais plus, à la 12e ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Et donc tout seul à la Sainte-Victoire, c'est vraiment un état lamentable. Et là, en fait, il y a une femme qui courait aussi,
qui arrive et j'étais à un endroit où il n'y a jamais personne, tu vois. Et je pense qu'elle s'attendait, comme d'habitude, à croiser personne sur cette section. Et là, moi, j'arrive comme un bœuf, soufflant et tout, des yeux éclatés. Et j'ai vu dans son regard qu'elle était en mode qu'est-ce que c'est ça? Donc voilà, le petit souvenir des navettes. Mais excellent. Excellent. Ouais, donc le GR20, si j'ai bonne mémoire, le tour du Beaufortin en off, c'était pas non plus prévu. C'est au retour du GR20 que vous vous êtes dit, on repart, quoi, très vite en fait. On a fait 3 semaines après. Ouais. Et là, du coup, alors là, je pense qu'Esther, elle aurait bien eu quelques semaines de récup en plus, parce que c'était compliqué. Mais Ah ouais, j'ai été, mais c'était quoi physiquement ouais, c'était un tout, je pense. Physiquement, ouais, mais je pense que vraiment mentalement, je trouvais plus de sens ouais, et d'ailleurs, en fait, j'ai réalisé, en fait, ce qui se passe au GR20, c'est que tu peux faire du 24, 25, 26 au kilo, en fait. Donc, tu fais 2 bornes en 1 heure, même pas, en fait. Et du coup, t'as un rapport au kilomètre qui est complètement différent. Et Romain m'avait annoncé que pour le Beaufortin, il nous avait prévu des journées un peu plus courtes. T'inquiète pas, ça sera pas aussi long qu'au GR20. Alors au GR20, on faisait entre 14 et 16 heures, je crois, par jour. Entre 12 et 16 par jour. Entre 12 et 16. Et là, il m'a dit, t'inquiète pas, ça sera des journées plus courtes, ce sera plus cool. Et puis en fait, j'étais tellement en croix que je pense qu'on faisait quand même du 7h18, 19h. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'était entre 8 et 10 heures, quoi. Et en fait, j'avançais plus, quoi. Et je voyais que en fait, je mettais une journée pour faire moins de 40 bornes. Ah ouais. Ouais, c'était ça, non? Je me trompe pas? Ouais. Et je me disais, mais en fait, je ne vais pas à la CCC, quoi. Parce qu'en fait, comment je peux faire 3 jours pour faire 120 bornes 7000 et m'envoyer toute seule faire la CCC? Alors, je vais jamais. En one shot. En one shot, mais pour moi, c'était mentalement impossible et physiquement impossible. Et du coup, je pense que ça m'a complètement démoralisée de me dire, voilà ce qui m'attend. Et voilà, en fait, le Beaufortin, tu as jour 1, jour 2, jour 3, et en fait, c'est jamais revenu. En plus, je me suis intoxiquée le 3e jour. Ah oui? Ouais, ça arrive dans un refuge. Donc du coup, voilà, c'était magnifique, mais c'était très difficile. Mais en même temps, ça m'a aidée pour la CCC, quoi. Parce qu'en fait, je suis allée tellement puiser mentalement que voilà, Romain, il me disait sans cesse, dis-toi que tout ce que tu es en train de vivre, tous les états par lesquels tu es en train de passer, que ça soit mental ou physique, tu vas les retrouver à la CCC et tu verras que tu vas les surmonter. Et c'était exactement ça. En fait, Il m'a dit, tu verras, tu les connaîtras. Elle les aura déjà vécues, en fait. Quoi. Ouais. Entraînement difficile, guerre facile. Et à la CCC, j'étais déjà mal au 40e, et au final... Non, et au final, je t'ai remis super bien à partir du 40e. Ouais, finalement, j'ai tout basculé. Mais non, c'était plus dans l'euphorie, je pense, du GR20 qu'on est reparti sur le Beaufortin aussi. Je me souviens parce qu'on avait échangé après votre GR, je sais pas, quelques jours après que vous soyez revenu. Et tout de suite, c'était, mais là d'ailleurs, on repart. J'étais là, quoi? C'est je ouf. lui ai dit, en fait, le lendemain, on est arrivé à 22h30, c'est le 5e jour du GR20, et le lendemain, je lui ai dit, dans 3 semaines, on repart. Le lendemain matin, au café du GR20, en attendant le taxi, je dis, tu fais quoi là? Il me dit, je prépare de prochaines itinérances. Et il n'y en a pas eu de 3e après le Beaufortin, c'est bon, là, vous aviez eu la dose? Il y avait récup pour la TDS et pour la CCC, quoi. Et toi, la TDS, tu l'as vécu comment, du coup, Romain? Moi, je l'ai surfé, quoi. Franchement, j'ai adoré. Je voulais faire cette course sans me préoccuper du temps et du classement, sans me préoccuper de mon temps et de mon classement. Donc, gros changement de mindset déjà, là, par rapport à avant. Ouais, oui, mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, je pense que si tu veux performer, il faut pas se préoccuper du temps et du classement. Et si tu es en forme physiquement, c'est comme ça que tu performes et tu enlèves tout ce stress de je me fais doubler, je suis pas à mes temps de passage. Voilà, l'objectif c'était vraiment de kiffer cet ultra et de faire une course aboutie. Et j'ai adoré du début jusqu'à la fin. J'ai pas eu de période trop difficile.
L'environnement de la TDS est grandiose, c'est vraiment la montagne, c'est fabuleux. Donc, j'ai fait une course, j'ai réussi ma course, quoi. TDS, pour rappel, sur les traces des Ducs de Savoie, c'est 145 km et plus de 9000 de dénivelé. Ouais. Bon, c'était Il y un avait peu un plus peu long. plus Il y avait en kilomètres. 153, je crois, à mon Ouais. trou. Ah ouais. Un peu plus de 150. Et ouais, 9000 et quelques. Course technique, tu dirais ou pas? Alors, c'est plus technique que l'UTMB par exemple, que j'ai pas fait, mais la technicité, ça vient pas forcément, ça vient dans des gros dénivelés positifs et négatifs. Donc, c'est pas technique comme une diag ou comme certains sentiers Madère, mais on prend des grosses pentes positives et négatives. Donc, là, oui, il y a des petites parcelles sur la fin de course, des petites portions où il y a des cailloux, où c'est un peu accidenté, mais c'est pas super technique, quoi. Ok. Voilà, c'est pas facile, mais c'est pas super technique. C'était du coup la première course pour toi où tu avais ce changement de mindset, j'oublie le chrono, je fais aux sensations et... C'était alors non, mais sur ultra oui. Enfin Ouais. sur plus de ouais, j'ai fait le Madère en début d'année, mais ça s'est pas bien passé, donc c'était pas pareil. Mais c'est complètement l'optique dans laquelle je pars pour toutes mes courses aujourd'hui en fait. Et tu te souviens pourquoi ou pas? Pourquoi? Non, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, comme il a fait le GR20 à mon rythme, Ouais. il a borné à mon rythme. Donc, du coup, il borne à basse intensité. Pareil pour le Beaufortin. Et en fait, je me souviens très bien qu'il avait dit, mais en fait, il faut que... Et comme, en fait, il arrive à borner et il arrive au bout de tout ça, sans fatigue, sans douleur, sans rien, il s'était dit, il faudrait que je fasse au moins la première partie de course, un petit peu À ce comme rythme. si je partais avec Esther. Et m'y tenir, en fait, pour pouvoir tenir dans les mêmes conditions par la suite. Le concept inversé du lièvre, en fait. Un lièvre, Non, mais franchement, le pacer. cette année, je me suis vraiment rendu compte en fait, si j'avais fait le GR20 en 5 jours seul, je serais pas allé sur les mêmes allures qu'avec Esther, et je pense que ça aurait été une bêtise, et je pense que j'aurais pu potentiellement du coup me blesser. Et là, en courant à ces allures, j'ai réalisé la capacité que mon corps avait à faire un volume énorme sans avoir de sensation Sans te mettre dans le rouge, en ouais, fait. sans être traumatisé physiquement, en fait. Et après, j'avais une consigne de mon coach qui m'a dit, si tu veux faire top 100 sur la TDS, aux premières bases de vie qui est au kilomètre 50, il faut que tu sois 300e. Ok. Donc, tu vois, c'est quand même hallucinant comme concept. T'imagines d'accepter d'être 300e à un tiers de la course, au premier tiers de la course, c'est clair. si tu veux arriver dans les 100 premiers. Alors, je finis, je sais plus, 150 ou 180, je sais plus exactement. Mais voilà, ça veut dire vraiment partir en zone 2, sans aucune intensité le premier tiers de course, quoi. Mettre un petit peu plus d'intensité en deuxième tiers et faire ce que tu peux le troisième tiers, tu vois. Ah, c'est méga intéressant comme instruction, ça. Et tu vois, et en fait, et d'accepter de se faire doubler par 300, 400 mecs le premier tiers, c'est pas évident, mais en fait, tu te rends compte que après la mi-course, déjà, il y a la moitié qui ont explosé, et puis tu reprends du monde tout le long, quoi. Et les 8 derniers kilomètres qui se courent, je reprends 15 mecs, tu vois, t'imagines? Ah oui. Donc, c'est l'art de la... En pleine nuit, à 4h du matin, sous la pluie. l'art de la bonne gestion en ultra, quoi. C'est quoi votre histoire du coup avec les courses à étapes? Comment vous avez découvert ça? Parce que c'est quand même très différent comme effort, comme concept d'une TDS, d'une CCC, de la Diag. Enfin, c'est même, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'en ai jamais fait. J'aurais tendance à dire presque deux sports, deux approches qui ont vraiment rien à voir. En fait, initialement, on part sur certaines courses de par mon métier pour créer du contenu. Donc, en fait, initialement, ça a été une opportunité.
Donc en fait, on est parti sans aucune. La première fois qu'on l'a fait, on est parti sans aucune, sans idée, sans savoir vraiment dans quoi on se lançait, quoi. Donc c'était vraiment la découverte totale. C'était en février dernier, au Maroc aussi, dans le désert. Pour quelle course du coup? Le Trans-Sahara Marathon. Ok. Qui est organisé comment? Qui est organisé par Mohamed Ansal, qui est un ancien coureur du Marathon des Sables. Il a gagné 5 fois, il a fini 10 fois second derrière son frère. Et du coup, il organise 2 courses, le Trans-Sahara Marathon et le Trans-Atlas Marathon. Et on a été invité en février dernier pour aller créer du contenu sur la course. Et du coup, tu vois, quand on l'a proposé, on a même hésité à y aller ou pas. Il n'y avait pas trop de photos, de vidéos, ça n'avait pas l'air super joli. Et on est arrivé là-bas sans aucune attente et on a pris une claque de kiff incroyable, quoi. En termes de paysage, en termes d'efforts, de succession d'efforts jour après jour, le fait d'évoluer avec un groupe en pleine nature, coupé du monde. Il y a plein de choses qui rentrent en compte sur ces courses-là que tu retrouves pas sur une course, sur un ultra d'une journée, enfin de plusieurs heures, mais là, c'est vraiment exceptionnel ce qui règne sur ces étapes-là. Enfin, Parce que du coup, la première, là, le Trans-Sahara Marathon, c'était où au Maroc? Et c'est quoi comme paysage? Quand vous parlez des paysages, c'est quoi? C'est désertique? C'est plutôt type Atlas? Alors c'était super varié. T'as vraiment selon les étapes, t'avais pas les mêmes paysages. Nous, l'année dernière, quand on y avait été, il avait énormément plu. Je sais pas si tu te souviens. Et donc, du coup, le désert était super vert. C'était impressionnant. On a traversé des espèces des champs, je sais pas, tu te rappelles, avec tous ces arbustes verts, avec des dromadaires qui courent au milieu. On a fait des étapes dans des dunes, avec des dunes à perte de vue, mais sur des kilomètres, où en fait, si tu viens pas avec une organisation de course, tu peux pas aller là-dedans, parce que t'en ressors pas, quoi. Mais sur des kilomètres et des kilomètres, t'as l'impression que t'as de la chantilly tout autour de toi. Et après, on a traversé des espèces de djebel, tu sais, c'est les montagnes dans le désert. Je te croirais dans les canyons américains. Ah oui. Mais vraiment avec l'Oued. L'Oued, c'est les rivières complètement asséchées, avec d'un coup une palmeraie au milieu, avec plein de palmiers vert fluo. Après, t'as des chemins un peu... le sol, il est un peu type volcanique. Ouais. Avec des cailloux. Croirais sur la Lune. C'est vraiment diversifié. Et là, par contre, ça peut être sur des kilomètres et des kilomètres où c'est plat. Donc ça te demande un effort mental incroyable, sans parler de la chaleur. De la chaleur. En février, il faisait combien du coup? Ouais, il faisait, je pense, autour de 30. Ah ouais. Avec ressenti 35, tu vois. Ouais. Mais, Et en février, il faisait très très chaud la journée et super froid la nuit. Je sais pas si tu te souviens, la nuit, on se gelait. Ce qui n'a pas été le cas cette année. Et là, en novembre, il faisait chaud, je pense, encore plus chaud la journée. Et le soir, c'était plus doux, en fait. Ouais. Il y a eu une nuit où il faisait froid, mais sinon, c'était plutôt doux. Donc là, la dernière que vous avez fait, tu disais un peu plus tôt, Romain, c'était 180 bornes en 5 étapes, c'est ça? Proche de l'Algérie. Donc ça s'appelle comment le coin? Enfin, c'est un nom, la région où ça a lieu? Ouais, le désert de Zagora. Ouais, c'est au sud de Zagora. Vraiment, la dernière ville avant de rentrer dans le désert, c'est Zagora. Zagora, ouais. Ok. Et en fait, tu fais une boucle, en fait. On fait une boucle, on part d'un point et on se déplace. Ok. De bivouac en bivouac. Donc, tu dors en tente tous les jours. Et là, l'organisation, c'est que en fait, l'organisation gère les petits déjeuners et les repas du soir. Ensuite, le midi, quand tu finis tes étapes, on avait des lyophilisés. Donc l'organisation te fournit toujours de l'eau chaude pour pouvoir faire ton lyophilisé. Ouais. T'as pas besoin de ton réchaud, enfin tu peux. Hein. Là, on avait quand même accès à des sanitaires, des douches. En février, c'était un seau d'eau par personne. Mais franchement, ça fait le taf, un seau d'eau, en fait, quand tu te rends compte. Quand tu sors d'une étape où tu cours 30 bornes, 40 bornes, et que tu peux te doucher avec un seau, tu ressors, t'as l'impression d'avoir pris une douche, t'es refait, quoi. Tu prends une louche, tu te mouilles, tu
tu te savonnes, tu prends tes 2 louches qui restent et t'es rincé. En vrai, ouais, ça m'aurait même pas vraiment surpris que, tu vois, vous ayez accès à des douches que 2 fois sur l'étape, enfin, sur 2 étapes Non. ou un truc comme ça. Mais en fait, quand t'es dans alors en fait, il y a l'inconfort dans le froid et il y a l'inconfort dans le chaud. Il y a ça aussi. Ouais. Donc, étant donné qu'il fait chaud dehors, c'est pas. En fait, tu sors, t'es bien, tu te sens lavé. Ça suffisait amplement, hein. Cette fois-ci, on avait des vraies douches. Ouais. Avec des poêles à bois qui chauffaient Ah ouais. l'eau. Ouais. Ah ouais. Il y avait un peu plus de confort Ouais. en novembre qu'en février. Ok. Et donc là, la première, c'était Trans-Sahara Marathon. Oui. Et celle-ci, Et celle-ci, c'était le Grand Trail de la Vallée du Drap. Grand Trail de la Vallée du Drap. Ok. Je crois que c'était la 8e organisation. Ils ont commencé, ils étaient 15-20 la première édition, puis 30-40, puis 50-80. L'année dernière, je crois qu'il y avait une centaine ou 120 participants. Et là, cette année, c'était le record. Il y avait 200 personnes, quoi. Et je crois qu'il a clôturé volontairement. Il a volontairement parce que... arrêté à 200 parce que t'imagines l'organisation qu'il faut pour faire à bouffer le matin et le soir pour 200 personnes. Tout ce qui est hébergement, même si c'est en bivouac, c'est quand même une sacrée organisation. Et franchement, c'était hyper bien rodé, quoi. Ah, c'était incroyable. Vraiment incroyable, l'organisation. Et donc là, le concept, c'est tout le monde part en solo ou c'est possible de faire à 2? En tout cas, comment vous avez essayé de le faire? Tout le monde part en solo. Tu peux faire des équipes de minimum 3 personnes. Donc, en fait, le classement est individuel et ensuite tu as un classement par étape si tu te déclares un classement par équipe si tu déclares par équipe. Moi, on avait fait le choix tous les deux que je cours avec Esther, donc j'ai fait la course avec elle. Et parce que c'est cool de vivre ces expériences aussi à 2, quoi. Et puis on a fait suffisamment de courses cette année tout seul pour partager ça. Et du coup, le classement, c'est le cumul des chronos individuels sur chaque étape. Ok. Donc il y en a qui jouent. Il y en a qui jouent la gagne, et puis il y en a qui marchent, et puis il y en a qui courent avec son pote. Il n'y a pas de barrière horaire, hein? Il n'y a pas de barrière horaire. Il y a le chameau quand même. Et il y en a qui marchent. Ok. Et t'as un chameau en Il y a le chameau aussi, exactement. T'as 2 chameaux et un marcheur. Et un Marocain qui ferme la course, quoi. Donc lui, il se fait toutes les étapes à pied avec son chameau. Ouais, c'est magnifique. Incroyable. En sandales. Avec une demi-bouteille d'eau pour la journée et 2 dates. Et donc, tu as quand même t'as des CP. Il y a quand même en général un CP tous les 5 ou 10 km par moment. Ouais, là, c'était bien organisé. Avec eau en illimité, bien sûr, sur les ravitaillements. Parfois du coca. Et cette fois-ci, un petit peu de ravitaillement, quelques dates. Ouais, des fruits un peu. Et des fruits. Au Trans-Sahara Marathon, il n'y avait absolument pas de Il y ravitaillement. avait un 4x4 et 5 litres d'eau, enfin, et une grosse bonbonne d'eau pour se ravitailler, c'est tout. Ouais. Et là, vous buviez combien, du coup, par curiosité? Et par rapport à d'habitude, je veux dire, est-ce qu'il y avait... Enfin, vous étiez vraiment déshydraté ou... Bah, en gros, je pense 500 ml par heure, en gros, tu vois, ou un peu plus. Ça va, non? Mais ça va, après, on partait tôt le matin, donc il n'y avait pas les grosses chaleurs. Sur les étapes courtes, sur les étapes courtes, entre 30 et 40, tu vois, si tu pars à 6h30, 7h du mat, tu y es avant midi, donc tu te feras pas le midi 15h Je pense que tu as oublié la première journée et la deuxième. Non, il y a eu du chaud. Très très chaud. Donc du coup, sur les 5 étapes, c'est quoi? Il y a 3 courtes de longue, 4 courtes? Il y a, là c'était réparti, première journée 28 km, deuxième journée 38 km, troisième journée 30 km, quatrième journée c'est la longue, c'est 60 bornes, et ensuite tu finis sur un 15 bornes rapide, la course, quoi. Ok. Comment vous aviez décidé? C'était quoi la stratégie d'un point de vue effort, pace, etc.?
Je suis Esther à son rythme. C'est quand on décide de courir tous les deux, c'est à son rythme. Donc il n'y a pas de stratégie de gagne, de temps, de classement, de compétition. On court à son rythme, on kiffe l'expérience, on kiffe d'être le moment, le désert. On avait du contenu à créer aussi, donc voilà. Donc on a fait ça au rythme d'Esther et c'est passé nickel. Et toi, Esther, t'as réussi à kiffer la course malgré le contenu? Parce que c'est un truc tout bête, mais c'est une très bonne question. Non, c'est pas évident quand même, tu vois, quand t'es dans ton truc, de te dire attends, mais là, faut que je capture ça. Comment je vais, tu vois, comment je vais véhiculer le message que je veux faire passer. C'est un taf en fait, donc. Ouais, alors ce qui est difficile pour moi, c'est que en fait, chez moi, c'est naturel en fait. J'ai pas de stratégie j'ai aucune stratégie en fait. Je suis pas du tout structurée et stratégique dans ce que je vais communiquer. C'est une artiste. Tout est dans la spontanéité. Et en fait, je pense que je vis je pense que je suis je fonctionne par le visuel. Je vois en permanence, sans cesse, certaines. En fait, tu vois, quand je suis arrivée dans ton studio, la première chose que je vois, en fait, j'ai tout de suite tout intégré. Je vois tout de suite. Et après, donc, ce qui est difficile, en effet, c'est quand tu crées du contenu et que tu fonctionnes comme moi. Après, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, étant donné que je ne suis qu'avec moi-même. Je suis vraiment super investie là-dedans. Donc, j'ai souvent très envie de capturer régulièrement, souvent, des images, des vidéos. Et c'est souvent une fois que je suis vraiment exténuée, épuisée, que plus rien ne se passe. Ce qui arrive quand même rarement, que j'ai exténué. Ah bon? Donc, ce qui est cool, c'est aussi que Romain s'y met aussi, donc ça, c'est super. Donc, on est super complémentaires. En plus, on capture pas les mêmes moments, on capture pas les mêmes choses. Donc, on est vachement complémentaires là-dessus, donc c'est chouette. Après, je pense que j'ai quand même. En fait, je recherche pas de performance dans ma priorité. Je suis pas du tout dans la recherche de performance, de temps, de classement. Ça m'est égal. En fait, je fais très comme je suis à l'instant. C'est-à-dire que, ouais, à la sensation. Et puis, du coup, pour Romain, c'est pas toujours évident parce que il y a des matins où il y a des variations de sensation. T'as des matins où je me réveille, je suis en croix et je lui dis franchement, tranquille ce matin, il me rigole au nez, il me dit bon du coup on va marcher parce que si parce que déjà que c'est tranquille pour lui, les jours où je lui dis on va vraiment aller tranquille, là il dit oula. Et puis finalement il comprend pas en fait, d'un coup je pars à Bâle et puis j'arrive à Bâle, donc en fait il s'adapte hein. Mais voilà, dans la création de contenu, c'est vrai que ça me pose pas du tout de problème de pouvoir filmer tout en courant, en postant des stories en direct. Je cours avec mon téléphone à la main. Ah ouais. En fait, il y a plusieurs types de contenus que je crée. Il va y avoir des contenus pour les marques, donc ça, il faut évidemment, ça sera plus réfléchi. Et après, il y a le contenu pour nous, donc tout ce qui est spontané. En fait, si tu le fais pas de suite, ça a pas la même. Ouais. En fait, c'est ça qui est cool, moi, je trouve, c'est de partager en direct. Donc là-dessus, j'aime bien. Et après aussi, des fois, je suis dans le mal, donc ça me sort aussi de ma course et ça me permet de trouver un sens différent aussi à ça. Et puis, il y a des fois où je coupe complètement. Ouais. Alors, pas suffisamment. Mais c'est vraiment pas évident. Enfin, en tout cas, d'un œil extérieur, je suis assez admiratif, tu vois, de ce que tu fais, des gens qui arrivent en fait, d'être sur deux fronts à la fois. Et je repense au premier week-end des Frappés. Alors, on n'a pas fait une course à étapes, mais c'était quand même assez intense comme rythme. On a fait plein de trucs différents, l'ascension de la Sainte-Victoire, etc. Et alors, je sais plus si tu étais déjà à ton compte ou pas sur la création de contenu. En tout cas, Ultra Distance n'existait pas. Non, je l'avais fait pour toi. Mais voilà, t'étais vraiment au taquet. Je me souviens que quoi qu'on fasse, il y avait Esther dans un coin en train de prendre des photos, faire une story, et c'était non-stop jusqu'à tard le soir. T'étais encore en train d'éditer. Et j'avais trouvé ça assez fou. Enfin, moi, je sais que je suis incapable de faire ça, tu vois. Je suis dans ma course.
ça me saoule déjà de sortir mon téléphone pour envoyer un message, tu vois. Donc de là à essayer d'imaginer comment je peux capturer un instant, etc., assez compliqué. Pour moi en tout cas. Tu Mais vois. Donc, je comprends, en fait, je pense qu'en fait, on est tous complètement différents et en fait, je pense que c'est naturel chez moi et je m'en suis même pas forcément rendu compte, hein. C'est quand j'ai rencontré Romain qui m'a dit, mais en fait, c'est c'est évident, en lunaire. fait, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et que tu fais bien. Ben, merci. S'il y en a qui sont intéressés d'ailleurs, le compte Insta Ultra Distance, le lien est en description, que vous avez créé quand? En Il y a avril. pas très longtemps, en Non, avril. non, il y a 7 mois. Ouais, avec du contenu. Ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment une patte bien. Je sais pas quel filtre tu utilises. Enfin, j'y connais absolument rien techniquement, mais je trouve que tous les visuels, tout ce que tu fais, les polices, etc. Enfin, je dis tu fais à Esther parce que je pense que c'est surtout Esther. Tu me dis si je me trompe. Ouais, mais c'est la voilà. directrice artistique. Voilà. Franchement, c'est très 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 sympa. Contenu méga quali. Et ça donnerait presque envie, quand on voit les réels épinglés là, sur Cassis, Marseille et tout, ça donnerait presque envie d'aller faire des navettes avec Romain. mais bon. Moi, je comprends. Mais ouais, très chouette. Ok, donc vous décidez de faire la course ensemble. 28, 38, 30, 75, c'est ça? Bravo. Comment ça se passe? Donc, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a petit-déj, dîner. Le midi, c'est vous vous débrouillez un peu comme vous voulez, Ouais, mais vous avez l'eau l'après-midi, chaude. c'est récup pour moi. Enfin, alors nous, du coup, c'était création de contenu, mais, Ouais. mais pour les autres, c'était récup, sieste et repos, quoi. Donc le camp, il est organisé comment? C'est comme ce qu'on voit au Marathon des Sables, tu as des genres de grandes tentes marabouts Ouais, où alors tu partages? c'est un peu le même style, c'est beaucoup plus confort. Ok. On n'a pas la contrainte, comme au Marathon des Sables, de courir avec toutes nos affaires. On n'a pas la contrainte de courir avec tout. Enfin, c'est pas de l'autonomie en fait. On a une Ok. grosse valise que l'organisation apporte de bivouac en bivouac. Et du coup, tu as accès à tes affaires le matin, 1 heure avant le départ, et tu récupères toutes tes affaires à l'arrivée. À l'arrivée. Donc ça, c'est quand même cool parce que ça offre c'est quand même beaucoup plus confortable que. Et c'est en faisant la course à étapes en février dernier, avec ce modèle-là, qu'on s'est rendu compte de l'exigence extrême que doit représenter le Marathon des Sables, où tu as un sac qui pèse entre 6,5 et 12 kilos maximum, tu as 100% de tes affaires pour courir, 100% de tes affaires, de ta nourriture pour manger sur 7 jours, si je dis pas de bêtises. Tu fais 250 kilomètres, tu dors par terre ou sur un tout petit matelas. Les tentes, elles ferment Tu as pas 5, je crois que vraiment, je crois aussi. ouais, les tentes, enfin, tu as vraiment peu de confort. Donc, au-delà de l'effort physique que ça demande, je pense que toutes les contraintes autour, c'est vraiment exigeant, quoi. Là, vous arrivez au fil des étapes à connecter un peu, avoir des échanges, rencontrer des gens, Ouais, des c'est autres participants, vraiment. ou t'en as quand même qui sont vraiment dans leur bulle et Non, bah qui déjà, partagent en pas fait, trop. tu partages ta tente avec 2 autres personnes. Donc là, Ok. c'est un autre couple. Et puis, en fait, dans ce type de course, tu as tout un groupe qui se met dans l'effort chaque jour, jour après jour, que tu retrouves. Chacun arrive simultanément. Donc, tu as les premiers qui vont très vite, arrivent en quelques heures. Et puis, tu as les marcheurs qui arrivent en fin de journée. Donc, toute la journée, tu as des arrivées. Et puis, du coup, tu vis une étape, tu racontes rapidement comment ça s'est passé, tu poses des questions aux gens, chacun a sa petite anecdote. Enfin, il y a vraiment un esprit de groupe qui est très fort et qui se construit au fur et à mesure des jours et des étapes et de la fatigue. Et il y a un lien qui se crée qui est rapidement très fort, que tu retrouves pas sur un ultra traditionnel que tu vis en une fois, quoi. Donc, il y a tout l'aspect sportif qui est intéressant et il y a vraiment une dimension humaine qui prend tout son sens jour après jour et qui grossit au fur et à mesure que les jours passent, que les étapes passent, que les kilomètres augmentent. Donc, humainement, c'est vraiment fort. Trop bien. Vous avez mangé quoi?
Tagine couscous et des lyophilisés de la marque MX3 qui était un de nos partenaires qui était relativement bon. Donc il y avait du risotto aux champignons, il y avait Bœuf bourguignon, la des trucs comme paella. ça. Alors ils font bœuf bourguignon mais on n'avait pas. Paella, risotto, Poulet curry, pâte carbo, poulet curry, ouais. Ouais, les Franchement, classiques. c'est pas mal, c'est pas mal. Les classiques du En lyophilisé. tout cas, ça fait vraiment plaisir de bouffer ça après une Ouais. étape dans le désert, quoi. Trop bien. Ouais. J'ai l'impression que ça a été une très belle expérience et que le format, enfin qu'il y a vraiment eu un truc que vous avez accroché avec ce type de format. C'est quoi la suite du coup? Vous avez prévu de refaire des courses à étapes, d'aller plus loin sur ce type d'épreuve? La vie fait trop bien les choses. Et la prochaine, alors on retourne au mois de février sur le Trans-Sahara Marathon qui a été, ils sont associés, Mohamed s'est associé avec Red Light, ça s'appelle le Red Light Desert Trophy cette année, mais on y retourne. Et puis on va organiser une course à étapes avec Mohamed dans l'Atlas marocain au mois de mai prochain. Donc ça va être trop cool. On courra pas cette fois, mais le fait d'organiser ça et de pouvoir faire ça avec lui sur ses terres dans l'Atlas, on a vraiment hâte. On est en train d'organiser tout ça. On repart quelques jours au Maroc la semaine prochaine pour en discuter avec lui. Mais on sera de l'autre côté du coup cette fois-ci, quoi. Waouh! Organisateur de course, c'est énorme. Vous avez déjà le nom? Ça s'appelle, en fait, ça sera il l'a pas fait l'année dernière, je crois qu'il l'a fait 8 fois d'affilée, 8 années consécutives. Donc c'est le Transatlas Marathon. Donc, Transatlas Marathon. On va garder ça, mais le principe c'est le même, c'est 160 km en 4 jours. Là, on est dans l'Atlas, donc on est dans les montagnes, donc c'est vraiment du trail, chose qui n'est pas forcément le cas. Enfin, dans le désert, c'est de la course à pied, c'est du trail, mais il n'y a pas de dénivelé. Là, il y a 8000 mètres de dénivelé positif sur les 160 bornes. Et puis, pareil, il y aura différents formats. Il va y avoir un format rando, un format half où ça sera 80 km sur 4 jours. Le format 160 sur 4 jours, et peut-être qu'il y aura un 100 bornes non-stop. C'est encore. Ah ouais, ok. Voilà. Ok. Mais 160 l'environnement sur, de 4 jours. l'Atlas, ça a l'air mais complètement fou, quoi. Parce que du coup, alors, j'ai jamais fait de rando ou trail au Maroc. J'ai fait le 4L Trophy au Maroc, ce qui est pas tout à fait la même chose. C'est plutôt aride, non, je pense, l'Atlas. Donc un 160, ça se passe comment pour les ravitaux, etc. C'est typiquement pareil. Hein. Il y a en fait, les ravitaux, c'est pas les ravitaux UTMB. En fait, le ravito, c'est un 4 avec de l'eau, quoi. Ouais, voilà. Avec de l'eau et 4 bananes ou 4 mandarines, 3 dattes. Voilà, c'est ça le ravito. Mais t'es vraiment content de tomber sur une gourde pleine quand quand t'arrives au ravito. Ouais, dans le principe, c'est en général, ils disent qu'il n'y a pas t'as pas à manger sur le ravitaillement. C'est vraiment l'eau, quoi. C'est le ravitaillement en eau. Et si tu trouves des dates, t'es super content. Souvent, sur le dernier ravito de l'étape, il y a un peu plus à manger, mais enfin, il y a quelque chose à manger. Mais voilà, le concept, c'est un bivouac dans lequel tu dors, qui est démonté le matin au départ de la course et qui est remonté le même jour sur l'arrivée de la course. Et tu as toute une organisation de Marocains autour de ça qui démonte les tentes, monte la tente de douche, de toilettes, de restaurant, enfin la tente cuisine. Commune, fait toute la cuisine. C'est incroyable de les voir. Ils cuisinent frais tous les jours, c'est grandiose à voir. Les légumes, ils coupent les légumes tous les jours. Enfin, c'est vraiment. Et tu manges bien. Ouais, c'est vraiment fou comme. Et sur le Grand Trail de la Vallée du Drap, on a aussi super bien mangé. On a vraiment bien mangé. C'était vraiment même en super tant bon. que diplômé de l'école hôtelière de Lausanne et cuistot et tout. Justement, en fait, quand tu te rends compte ce que ça représente de faire à bouffer pour 200 personnes et que chaque jour au petit-déj, tu as 200 personnes et chaque jour au soir, tu as 200 personnes qui mangent, en plus de toute la logistique de transport, de changer d'endroit, on s'est vraiment régalé, quoi.
On s'est vraiment régalé. Les légumes avaient du goût, ils étaient cuits parfaitement. Mais enfin tout, la viande, les fruits, c'était vraiment top, quoi. Et puis c'est complètement équilibré enfin, tu avais absolument tout ce dont tu as besoin pour l'effort que tu faisais la journée, en fait. Les dattes, c'est comment d'ailleurs? C'est bon. Enfin, j'en ai déjà mangé, mais je veux dire d'un point de vue sportif, apport, Ouais. etc. C'est bien Ouais, l'effort. super c'est nutritif. sucre et calorique, donc Ouais. si t'es en hypo, c'est parfait. Ouais. Après, si tu bouffes des paquets de dattes devant ta télé, tu risques de prendre du poids. Ouais. On est d'accord. Pas d'hypo d'ailleurs, Esther. Non, alors reporté là, pour le récemment. coup, non, sur course, je m'alimente toutes Ok. les demi-heures, je respecte. C'est vrai, elle a fait beaucoup d'efforts aussi. C'était la reine des hippos. Et là, elle n'en a même pas eu une, hein. Ouais, même pas après course, hein. Ouais. T'as vu? Non. T'as fait comme moi, t'as fini par comprendre que si on s'alimente, il n'y a pas d'hypo en fait. C'est vrai, vous avez pu faire une compétition d'hypo tous les deux. Ouais, c'était- Je me souviens. Romain, je comprends pas, j'ai Je fait une me suis pas sortie de senti 2h30, T'as mangé Ah j'ai ben mangé, non, j'ai mangé un œuf il y a 5 heures et je suis fatigué là. Aïe, aïe. Méga intéressant que vous passiez de l'autre côté du coup du rideau et que vous organisiez une course. Ça serait quoi, admettons quelqu'un écoute le podcast là, il se dit j'ai jamais fait des courses à étapes, pourquoi pas le tenter? Ça serait quoi l'expérience, enfin qu'est-ce que vous voudriez que les gens vivent alors d'un côté les gens expérimentés qui connaissent ce type de course, en quoi est-ce que celle-ci serait peut-être un peu différente ou apporterait quelque chose d'un peu unique? Et pour les gens inversement qui connaissent pas du tout, qu'est-ce que vous essayeriez de leur faire vivre? Oui, un truc qui me sidère à chaque fois, c'est que en fait, tu t'engages sur un effort qui va être jour après jour. C'est pas comme quand tu te lances sur une seule course. Et en fait, quand tu te lances déjà dans la première étape, c'est déjà difficile. Et quand tu te projettes mentalement dans ce qui t'attend, c'est complètement impossible. Donc en fait, tu es en train de faire quelque chose et tu te dis que la suite sera impossible. Et en fait, ben, en vivant l'instant, en faisant les étapes chaque jour, une par une, tu finis toujours par arriver au bout. Et le lendemain, tu repars, en fait, il est 5 heures du matin, il fait nuit noire, tu dois préparer tes affaires, tu dois te presser, en fait, pour être prêt pour laisser ton sac et repartir le matin. Et là encore, tu te dis: «C'est pas possible, je peux pas, en fait, encore, faire 60 bornes alors que j'en ai déjà 100 dans les pattes». Puis en fait, tu as pas d'autre choix, en fait, tu vas pas rester au camp, tu vas pas être dans un 4x4, tu vas pas aller, rentrer chez toi. Non, en fait, tu suis le mood et tu y vas et tu te mets sur la ligne d'arrivée et même sur la ligne d'arrivée, tu te demandes encore ce que tu fais là et puis tu y vas et ça sonne, tu cours et puis en fait, le soir, bah, tu franchis la ligne d'arrivée et tu les as fait tes 60 bornes et puis en fait, chaque jour, c'est pareil et puis au final, ta semaine, elle est là et tu as passé et tu as réussi tes 180 bornes et je pense que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et je pense que ça redonne, confiance en soi, en fait, je pense que ça remet énormément de choses en place pour beaucoup de gens, enfin, en tout cas pour moi. Moi, c'est ce qui me fascine, en fait, à quel point la projection mentale est négative et en fait, si tu fais les choses dans l'instant, tu penses à rien, tu les fais et tu arrives au bout, quoi. Et ça, c'est vraiment c'est ce que tu peux justement accomplir dans une course à étapes, sans parler de tout l'aspect partage Ouais, qui doit être fort et quand même. Qui humain, est ouais. super fort. Et en plus, je pense que le fait d'avoir la succession d'épreuves jour après jour, ça met la pression à beaucoup de monde, surtout sur ceux qui n'ont jamais fait, en fait, parce que tu commences par 28, le lendemain, tu as 38 km, tu vois, c'est quand même déjà énorme. Le lendemain, tu as 30, après, tu as 60, tu as une longue. Enfin, tu vois, il y en a qui se préparent 6 mois pour faire un 60 bornes. Là, c'est juste la 4e étape d'une course où tu as déjà pris 100 bornes les 3 jours précédents, donc c'est énorme. Mais du coup, tu es complètement pris au jeu et tu te retrouves dans un groupe, en nature, à devoir faire ces efforts physiques-là. Et du coup, comme coupure de ton quotidien, de nos vies de tous les jours, mais c'est vraiment incroyable parce que tu sais pas quelle heure il est, tu sais pas quel jour il est, t'es vraiment
t'es immergé en nature dans ce groupe, à te focaliser sur la course le matin, la récup l'après-midi, la bonne ambiance, l'échange avec les gens. C'est super fort comme expérience. Et puis, aussi, il y a une réalité, c'est que le contexte fait que tu vas être amené à t'ouvrir à des gens avec qui tu n'aurais pas forcément. On a toujours des a priori, on a toujours des jugements, on est plein de critiques. Et en fait, c'est comme si tout tombait et que tu te retrouves à discuter avec des gens et passer des moments avec des gens avec qui tu n'aurais pas du tout de toi-même partagé ces moments-là. Comme tu vois, quand en fait on arrive dans la tente et que tu dois trouver ta place pour aller manger, en fait tu vas là où il y a la place, puis finalement tu te retrouves avec 8 personnes, des gens qui ont 20 ans, des gens qui ont 75 ans, des gens qui viennent de partout dans le monde, et tu partages un moment complètement inattendu. Et en fait, t'en reviens toujours à la même chose, c'est à la simplicité, quoi. Et il y a un autre truc qui me frappe aussi, c'est qu'en fait, quand tu fais une étape, évidemment que ta première étape, elle va te créer des douleurs. Donc surtout dans le sable, tu vas avoir mal aux pieds, tu vas avoir des ampoules, tu vas avoir des douleurs musculaires, etc. Et en fait, de toute façon, le lendemain, tu as pas d'autre choix que d'y retourner. Et souvent, quand tu fais une étape, enfin quand tu fais une course, en fait, tu rentres chez toi, tu arrives chez toi, tu as ton confort, et donc tu vas écouter tes douleurs. Tu vas écouter tes ampoules, tu vas écouter tes douleurs aux genoux, tu vas écouter tes douleurs aux articulations. Et en fait, dans une course à étapes, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas de confort. Comme j'ai dit, tu vas pas rester à la tente ou dans le 4x4. Donc tu y retournes. Et en fait, comme tu y retournes, tu te rends bien compte que au moment où tu cours, ça fait mal. Puis en fait, après, tu oublies. Et même des ampoules qui sont terribles et où tu n'as plus de peau, mais en fait, ça marche, quoi. Et à partir du moment où tu détaches ton attention de la douleur, en fait, ça marche, quoi. Les bornes avancent et tu peux, en fait, finalement courir dessus. Et puis le soir, ça sera d'autres douleurs, etc., etc. Et le rapport à la douleur est super intéressant aussi dans ce contexte-là. Ça fait rêver. Non, mais le format, c'est vrai que le format... faut pas croire que tu passes 5 jours à souffrir. Non. Clairement, c'est pas du tout le cas, quoi. Ouais. Évidemment, musculairement, tu charges, donc tu as des douleurs musculaires. Oui, puis le sable, ne serait-ce que ça, je pense que... Tu sollicites ton corps de manière un peu extrême, donc évidemment que... Mais c'est pas une semaine d'enfer, quoi. Ouais. Non, je pense que le fait de... je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, le fait d'avoir des gros temps, finalement, quand même des gros temps de récup entre chaque étape, est-ce qu'il n'y a pas aussi le revers de la médaille où justement tu laisses le temps au corps, tu vois, de redescendre, de bien se refroidir, donc les douleurs arrivent, s'installent, qu'elles soient musculaires ou autres, et finalement le fait de repartir, est-ce que c'est peut-être pas plus difficile que d'enchaîner 140 bornes sur la TDS, où là, t'es tout le temps, tu vois, dans ton rythme, en fait, entre guillemets. Si. Ouais, c'est en fait le matin, quand tu vois, tu te lèves à 5h du mat, t'as déjà, c'est le 4e jour, t'es à 100 bornes dans les jambes, tu pars pour 60. T'as déjà les pieds gonflés, t'as déjà tes ampoules, tu vois. Tu te dis, ça va être compliqué aujourd'hui, tu vois. Et puis en fait, si tu le tournes en disant, mais en fait, c'est la chance que j'ai de passer une journée dans le désert, en fait, tu vois, juste, tu vois, tu changes d'angle et tu dis, la chance que j'ai. Enfin, tu vois, il y a des mecs qui sont au bureau, quoi. Moi, je vais passer une journée dans le désert, en fait. De quoi je me plains, tu vois. Et en fait, voilà, tu pars doucement, puis ton corps se chauffe petit à petit, et puis ta journée est lancée, et puis tu kiffes, tu vois. Et justement, sur ces temps en fait, d'être aussi face à cet inconfort, entre guillemets, hein, tout est relatif. En fait, on n'y est pas aujourd'hui dans nos vies au quotidien. Je pense que... Et du coup, le moindre moment, en fait, juste assis sur une chaise, en fait, tu l'apprécies, quoi. Tellement, tu l'apprécies tellement. Et en fait, tu reviens à l'essentiel, en fait. Le moindre, tu vois, un peu d'eau, de quoi s'asseoir, de quoi manger, être là, dans cet environnement, échanger simplement avec quelqu'un que tu connais pas, c'est juste le bonheur, quoi, tu vois. Pour passer aux choses un peu plus concrètes, du coup, vous avez une idée des tarifs déjà ? Si on part sur le 160, le format, j'imagine un peu
la course un peu reine. Ça sera, je pense, autour de... Donc, c'est sur 8 jours. C'est un départ le samedi. Si je dis pas de bêtises, c'est le 23 mai et retour le dimanche 31 mai. Sans les vols, ça sera autour de 1 400 €, je pense, ou 1 490 €. Sachant que en général, tu Il y a atterris à Marrakech. il y a 2 nuits d'hôtel, 5 nuits en bivouac, toute la nourriture pour le midi, le matin et le soir, tous les transferts de Marrakech à l'Atlas. Enfin, plus l'assistance, etc. dans les qualité environnements prix, isolés. Quoi. c'est ce que tu vis vs ce que tu payes. Je pense qu'il y a que c'est très rentable. Ouais. Enfin, en tout cas, nous, des expériences qu'on a eues dans ces courses à l'étapes, Ça en vaut. c'était vraiment fou. Ouais. S'il y a des gens qui, en écoutant le podcast, là, veulent rester informés de la suite, potentiellement regarder les inscriptions, etc. Il y a rien qui est encore en ligne. On va faire ça tout courant du mois de décembre. La première des choses, c'est on communiquera sur notre Insta Ultra Distance. Et puis il y a déjà un Instagram et un Facebook Transatlas Marathon. Donc on va reprendre les manettes de tout ça et puis on va essayer de communiquer très vite et de lancer les inscriptions idéalement avant la fin de l'année là. Ok. Bon, après, bien sûr, on est complètement disponible sur le compte Insta. Donc après, pour toute question ou quoi que ce soit, évidemment, Les tout gens le vous monde peut nous contactent écrire, bien ouais. sûr. Bien Ok. sûr. Excellent. Vraiment hâte de voir comment tout ça va se développer. C'était un plaisir en tout cas d'avoir de vos news, que vous nous partagiez un petit peu ce que vous avez vécu depuis votre diag, enfin la diag que tu avais couru Romain, mais où Esther était Elle a couru aussi, un élément essentiel. Voilà. Elle a couru en assistance. C'était vraiment super et fou de voir que vous êtes en train votre pratique évolue au point d'arriver sur de l'organisation d'épreuves. J'ai vraiment hâte de voir ça et peut-être qu'on se fera un nouvel épisode débrief, mais cette fois-ci pour parler de l'autre côté d'une épreuve et de ce que ça donne quand on est organisateur. Trop cool. Merci à tous les deux. Merci à toi pour Trop l'accueil. cool. À très bientôt. À bientôt. Loïc. Merci Ciao, à toi. Ciao.